Bienvenue à Débat de Cité MKO, espace dédié au débat, aux échanges entre citoyens sur les sujets brûlants de l'actualité de notre époque et de notre temps. Débat de Cité MKO est un lieu d'expression libre et ouvert abordant des thèmes tels que la démocratie, la gouvernance, la justice, l'économie, l'éducation, la santé et bien d'autres. Chaque débat est une plongée profonde dans des sujets d'intérêt public visant à éclairer les consciences et encourager l'engagement citoyen, personnel et volontaire. L'objectif vise à dépasser les limites politiques et partisanes en favorisant une discussion inclusive. Rejoignez-nous chaque dimanche soir de 21h à 23h GMT en direct sur Xspace, Twitter. Débat de Cité MKO, véritable contrôle et veille citoyen. Merci à tous d'être là dans ce énième numéro de Débat de Cité consacré aujourd'hui à l'offre de santé publique en Afrique. Un sujet à la fois complexe, un sujet à la fois difficile, un sujet à la fois important. Au regard, de la nature du sujet, au regard des ramifications du sujet, au regard 3, des implications du sujet, puisque de façon évidente, la question de la santé publique reste une question ultime, une question essentielle. Il n'est pas courant que l'on évoque des sujets de politique publique comme celle-ci. Bien évidemment, par le passé, nous avons eu l'occasion de parler des questions d'éducation nationale. Nous avons eu l'occasion de parler des questions de gouvernance. Nous avons eu l'occasion de parler des questions de démocratie, des questions électorales. Mais c'est bien la première fois que l'on parle de questions sanitaires. Parce que simplement, c'est une question de spécialité d'une part, et ensuite parce que le sujet ne peut laisser personne indifférent, ni personne passif. Vous savez jusqu'à quel point nos pays sont démunis, et souvent totalement démunis, en infrastructures de santé publique. Et quand je parle d'infrastructures de santé publique, je parle surtout d'infrastructures de santé publique de base. Il est souvent difficile d'avoir des dispensaires dans des zones rurales. Il est souvent difficile d'avoir des centres de santé avec le minimum de plateaux dans les zones rurales. Et c'est assez courant de voir dans les villes que des hôpitaux, des centres de santé, mais même en dehors des villes, dans les zones rurales, qui n'existent pas ou qui n'existent que très peu, ou quand ils existent, qui ne soient pas toujours ni efficaces, ni utiles pour prendre en charge la santé des populations. Les hôpitaux, les centres de santé, jusqu'aux dispensaires, manquent cruellement à la fois de médecins, mais aussi de médicaments et de médicaments des premiers soins, aussi bien qu'il manque également d'équipements et d'équipements adaptés, sans compter qu'il manque toujours des moyens logistiques. Dans nos pays, au-delà des régions, les politiques publiques de santé qui émanent pour la plupart des États, et en tout cas des pouvoirs publics, sont conçues d'un point de vue théorique, souvent sans aucune adéquation ni référence véritable à la réalité du terrain, parce que simplement la réalité du terrain qui résulte des données de terrain, des statistiques, sont souvent inexistantes, sont souvent fausses ou sont souvent erronées. La santé publique ne semble pas véritablement être la première priorité des gouvernements, même s'ils en donnent l'impression ou l'illusion. Tout comme les questions de santé publique sont souvent évoquées par des bailleurs de fonds qui ne sont pas toujours d'ailleurs suivis de mise en œuvre de politiques au regard des moyens utilisés
Parce que simplement sur le terrain, il n'y a quasiment personne pour aller évaluer l'ensemble de ces moyens qui sont dispatchés sur le terrain dans le cadre de la mise en œuvre ou de la réalisation des politiques publiques. Il faut juste se référer à la dernière pandémie Covid-19 et à Ebola, notamment en Guinée et en RDC, pour voir à quel niveau et à quel point et à quelle allure ces politiques publiques de santé ont été mises à nu, totalement défaillantes au regard du nombre des personnes décédées, des victimes. On peut s'interroger, tout comme on doit interroger. On peut d'autant plus s'interroger par rapport à cette absence de prise de conscience, aussi bien des pouvoirs publics, mais aussi des populations elles-mêmes, face à ce déluge d'absence de riposte sanitaire face aux maladies, face aux pandémies. On peut s'interroger justement avec les professionnels que nous avons ici ce soir, qui ont bien voulu accepter gentiment d'être parmi nous et avec nous, pour essayer de procéder dans un premier temps à l'état des lieux sanitaires, pour nous rendre compte aujourd'hui qu'au Cameroun, c'est un déluge, au Mali, salé, au Sénégal, c'est un désastre, en Guinée-Conakry, c'est inexistant, au Togo, c'est le même cas, et au Bénin, c'est la même situation, et au Burkina Faso, on crève encore de paludisme. Nous essaierons dans un deuxième temps de comprendre véritablement les causes de la faiblesse sanitaire et les manques et les défaillances qui sont constatés sur le terrain aujourd'hui, quasiment dans tous les pays. Et nous passons en revue les problématiques financières pour nous pencher justement sur les aspects financiers de l'utilisation de l'argent public et surtout de l'évaluation que l'on peut faire en matière de financement de santé publique dans la perspective justement d'optimiser cela. Nous pouvons enfin passer en revue ce que l'on peut appeler les best practices en ce qui concerne les solutions qui peuvent être envisagées ou qui sont envisageables dans notre cas à nous. C'est bien pour cette raison-là que cette situation nous a permis justement d'aller entendre un certain nombre de professionnels qui d'abord sont connaisseurs du secteur, qu'ils soient à la fois médecins, qu'ils soient économistes de la santé, ou qu'ils soient statisticiens de la santé ou logisticiens de la santé. Ce soir, nous avons des intervenants de qualité. En premier, nous avons monsieur le professeur David Ekoué-Dossé, qui est professeur de médecine originaire du Togo. Nous avons également docteur Madjou Diallo, qui est médecin en service à l'hôpital de Lambaréné au Gabon. Elle est d'origine guinéenne. Nous avons Charlie Martial Ngounou, qui est expert international en gouvernance et finances publiques. Il est le président de l'ONG panafricaine Afro Leadership, qui est spécialisée justement dans la gouvernance ouverte, l'accès à l'information, l'open data, les technologies civiques, la transparence, la redevabilité et la participation citoyenne. Il est camerounais. Nous avons Gilbert Ouayezu, qui est Digital Transformation Strategist. Il est rwandais. Et nous avons M. Albert Zé, qui est fondateur de Albert, l'Institut pour la santé et le développement. Il est aussi camerounais. Mesdames et messieurs, j'ai plaisir d'être dans ce space avec Fatoumata Kouyaté, qui est mon co-hôte et que je salue en même temps que je salue nos invités, en leur demandant à tous, lorsqu'ils sont présents ce soir, de bien vouloir se signaler pour qu'on puisse les remonter sur le stage, en même temps qu'on a fait remonter M. Albert Zé, en même temps qu'on a fait remonter également M. Charlie Martial Mounou. Je vais faire remonter également le professeur David Ekoué-Dossé qui est là. Mais je veux déjà, Fatoumata, te donner la parole pour que tu souhaites la bienvenue à nos invités.
Merci. Bonsoir à toutes et à tous et merci à nos invités de nous donner un peu ou un bout de leur temps afin d'aborder cette question qui est importante et qui nous préoccupe en tant qu'Africains dans nos différents pays, l'offre de santé publique en Afrique. Les sujets de santé sont des sujets qui nous intéressent, qui nous engagent et qui portent sur nos vies et les vies de nos familles, même de nos entourages, même celles des générations futures. Donc, bienvenue à vous tous et toutes. Docteur Madjou Diallo, si vous êtes là, n'hésitez pas à appuyer sur le micro en bas à droite de votre écran. Alors, les débats système chaos, c'est donc notre arbre à palabres, c'est notre divan citoyen, c'est l'endroit où nous nous retrouvons pour discuter, pour émettre nos arguments, pour débattre et nous contredire dans le respect, dans la courtoisie et aussi avec l'envie d'apprendre. Je souhaite la bienvenue à nos auditeurs qui ne cesse de nous rejoindre, même si ce compte débat de Système KO est un nouveau compte. Avant, nous discutions à travers le compte de Tonton, le compte arobase MKO. Et maintenant, ça, c'est la nouvelle formule qu'on va développer en podcast très, très bientôt. Je suis intervenante alors à partir de la deuxième partie de ce space, c'est-à-dire je prends les demandes d'intervention pas des invités, mais des auditeurs, après une heure de discussion. Et puis, mes DM sont ouverts pour toute personne désireuse de poser la question à l'un ou à la totalité de nos invités. Je relaie les commentaires, les tweets sur le stage, donc je les épingle. Je vous invite également à tweeter avec notre hashtag débat de cité MKO. Et comme ça, je vois vos tweets, je peux les lire, sinon les relayer. Voilà tout pour moi. Je vous souhaite un bon débat et je serai là éventuellement pour la conclusion, comme d'habitude. Merci beaucoup Fatoumata et merci encore d'être là et merci d'être co-hôte donc dans ce space. Monsieur le professeur David Ekoué Dossé, bienvenue ici et merci d'être là. Je vais à vous, mais aussi à monsieur Albert Zé, aussi à monsieur Charlie Martial Ngounou, vous poser la question si en 3 minutes, vous pouvez nous faire l'état des lieux de l'état des lieux de l'offre de santé publique, comprenant aussi l'existant dans ce domaine-là. Vous êtes tous les trois originaires de régions différentes de l'Afrique. Vous êtes des professionnels de la médecine. Vous, monsieur le professeur David Ekoué, pour avoir la main à la pâte tous les jours, est-ce que vous êtes à même de pouvoir nous donner les grandes lignes de ce qu'est la santé publique aujourd'hui dans nos régions africaines? Merci. Je suis très heureux d'être associé à ce space et je voudrais encore une fois dire merci aux grands frères et merci également à l'ensemble des autres invités et à ceux qui nous suivent. Je suis de l'Afrique de l'Ouest. Je travaille au Togo dans un hôpital public qui est l'hôpital de référence national. Et donc, je pense que je suis au niveau opérationnel et que je touche du doigt la réalité de tout ce qui concerne le système de santé publique dans un pays d'Afrique, notamment d'Afrique de l'Ouest. Pour répondre à cette question, je vais nous renvoyer à une étude qui a été publiée dans une grande revue médicale britannique, The Lancet. Et cette étude essaie de proposer une classification en termes de performance des systèmes de santé. Elle date de quelques années, elle est assez récente. Et ce qu'on constate, malheureusement, c'est que sur près de 200 pays, 195 pour être plus précis, les 30 dernières places sont occupées, en tout cas pour ce qui concerne 27 places, par des pays africains. Donc, je répète, pour ce qui concerne les performances en termes de système de santé, généralement, on parle de système de santé publique, les 30 dernières places sont occupées par
au moins donc 27 pays africains. Et pour la majeure partie des places, en tout cas des premières positions, vous n'avez aucun pays africain. Et donc, cette étude démontre justement que nous avons un gros déficit en termes de performance lorsqu'on parle des systèmes de santé. Et pour ce qui concerne mon secteur d'activité, je suis chirurgien, je fais encore référence à une autre étude, toujours publiée dans The Lancet, qui est cette revue médicale britannique. Et cette étude démontre que pour ce qui est de la chirurgie, on a 2 fois plus de risques de mourir après une intervention chirurgicale en Afrique que dans le reste du monde. Donc, je crois que ces 2 études nous interpellent sur la très mauvaise performance de nos pays africains en termes de santé publique. Et j'espère que ce débat va nous permettre d'entrer dans le vif du sujet, de voir un peu ce qui, au niveau opérationnel, en tout cas à mon sens, peut expliquer cette situation. Très bien. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Monsieur Albert Zé, dites-nous votre spécialité, justement, et dites-nous si vous partagez l'opinion qui est exprimée tout à l'heure par monsieur le professeur David Ekwe Dossé. Ok, merci beaucoup, merci de me passer la parole. Merci également aux organisateurs de ce space de m'avoir associé à cet échange et également à ces réflexions. Déjà, je voudrais peut-être revenir un peu sur les présentations. Je suis Dr Albert Zé, économiste de la santé, fondateur exactement de l'Institut de recherche pour la santé et le développement qui fonctionne au Cameroun depuis 14 ans déjà. Alors, je voudrais revenir ici justement sur la question. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que le professeur vient de dire tout à l'heure, mais je voudrais aller beaucoup plus en profondeur parce que, il faut le dire, le travail que je fais au quotidien, c'est justement vouloir apporter un plus dans la construction des systèmes de santé africains. Et généralement, j'ai l'habitude de le dire, les Africains aujourd'hui, les Africains de la partie subsaharienne, beaucoup plus, parce que c'est là où on ressent un peu plus le problème. L'Afrique subsaharienne n'a pas de système de santé. Ça, je le dis souvent comme ça choque plusieurs en fait. Mais il faut effectivement qu'on dise les choses telles quelles. Nous n'avons pas de système de santé, mais ce que nous avons, c'est beaucoup plus ce qu'on appelle des systèmes de soins de santé qui est différent du système de santé. Généralement, ceux qui ont fait un peu algèbre linéaire connaissent un peu ce qu'on appelle les ensembles et les sous-ensembles. Alors ici, les systèmes de santé, c'est un peu cet ensemble-là. Et les systèmes de soins de santé, c'est une partie justement donc du système de santé qui s'occupe uniquement de relever la santé des populations lorsque on a déjà perdu cette santé. Je le dis pourquoi? Parce que quand vous parcourez en quelque sorte, lorsque vous parcourez, et je voudrais revenir ici, le professeur a bien fait tout à l'heure de relever le fait de relever la vérité qui existe sur le classement des systèmes de santé en termes de performance. Et justement, l'explication qui vient derrière tout ça, c'est ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que nous sommes derrière, nous occupons les 30 dernières places depuis, c'est pas maintenant, mais c'est depuis pratiquement 24 ans aujourd'hui, parce que le premier classement, il a été fait en l'an 2000 par l'OMS, par les travaux de l'OMS. Donc, c'est depuis 24 ans que nous occupons les 30 dernières places. Et tout cela vient donc du fait que nous n'avons pas de système de santé. Effectivement, nous avons des systèmes de soins de santé qui, en fait, s'occupent uniquement de la partie prise en charge. C'est pour cela que vous allez voir, quand vous parcourez, par exemple, les discours politiques en Afrique, vous allez vous rendre compte qu'on parle beaucoup plus de construction des hôpitaux, on va vous dire qu'on a construit telle infrastructure, qui va prendre en charge des personnes et tout le reste, parce qu'on est focalisé beaucoup plus dans la prise en charge, en fait. Et on a oublié complètement
l'essence même, c'est-à-dire que l'origine même des systèmes de santé, parce que j'aime bien le rappeler que le premier objectif d'un système de santé, justement, c'est d'empêcher à ce que les populations ne tombent malades. Donc, le meilleur système de santé au monde est celui qui a moins de patients et non celui qui soigne beaucoup de patients. Ça, c'est une réalité qui ne vient pas de moi, c'est ce qui a été établi. Et maintenant, par la suite également, il y a de cela quelques mois, j'ai fait une étude également, en fait, j'ai terminé une étude que j'étais en train de faire sur le classement des systèmes de santé en fonction de leur capacité justement à gérer des problèmes de santé, des crises et autres. Et on s'est rendu compte effectivement que les systèmes de santé africains ne disposent pas de cette capacité parce qu'effectivement, il leur manque quelque chose d'essentiel. Ce quelque chose d'essentiel, c'est c'est-à-dire que la première intervention. Parce qu'il faut dire ici qu'il y a l'action et il y a la réaction. Mais en Afrique, on est beaucoup plus focalisé sur la réaction. C'est pour cela qu'on va se rendre compte que chaque fois, on a des maladies qui sont comme si c'était devenu un peu comme une malédiction pour nous, parce qu'on n'arrive pratiquement pas à trouver des solutions. Tout simplement parce qu'on a oublié de faire la première partie qui est celle de l'action. On doit pouvoir anticiper sur un certain nombre de choses. Et pour cela, pour y arriver, l'essentiel et ce qui est primordial, c'est de construire justement des systèmes de santé qui sont adaptés et qui sont véritablement adaptés à l'environnement socio-économique dans lequel ils vont fonctionner. Et pour cela, je l'explique souvent que pour y arriver, vous voyez par exemple dans tous les domaines que nous pouvons avoir dans la vie, lorsque je prends un exemple très simple, si vous avez quelqu'un qui veut par exemple mettre en place une offre, je ne sais pas, de tel ou tel produit, il y a ce qu'on appelle l'étude du marché. Et cette étude du marché permet de vous faire voir en quelque sorte tous les contours du marché dans lequel vous allez vous installer. Et c'est ce qui manque justement en Afrique aujourd'hui dans le domaine de la santé, parce que beaucoup de pays africains au sud du Sahara n'ont pas adopté justement l'idéologie du marché de la santé, qui est un marché bien spécifique par rapport aux autres, qui fait qu'il y a une spécificité bien difficile à comprendre, c'est celle de savoir que la demande de santé est incluse dans l'offre de soins de santé. Et à partir de ce moment, il faut donc pouvoir construire une offre de soins de santé qui tient compte des besoins de la demande. Et c'est ça le problème que nous avons, parce qu'on a fort l'impression que nous continuons avec un modèle d'offre de santé qui est basée sur les injonctions. C'est-à-dire qu'on conçoit une offre de santé qui ne tient pas compte des besoins des populations et qui n'implique pas la population dans la conception. Et à la fin, on a donc une cassure qui fait que les populations sont d'un côté et l'offre de soins de santé est de l'autre côté. Et c'est tout cela qui crée un problème. Peut-être pour m'arrêter déjà d'abord, il faut donc comprendre que lorsque vous regardez la conséquence directe, c'est lorsque vous regardez les statistiques sanitaires, vous allez vous rendre compte qu'il y a un phénomène qui est croissant depuis pratiquement 30 années aujourd'hui, le phénomène des malades externes au système de santé qui ne fait que s'accroître. Ça prouve qu'il y a un malaise, effectivement, et qui nous demande donc de réfléchir autrement par rapport à ce que nous avons l'habitude de faire. Merci beaucoup, M. Zé. Charlie Martial Ngounou, rapidement sur le constat, et on aura largement le temps de revenir justement sur la problématique non seulement du financement, mais de l'évaluation du financement avec vous. Alors, est-ce que vous partagez les constats qui ont été exprimés tout à l'heure, aussi bien par le professeur Dossé que par M. Zé? Oui, merci déjà de m'inviter dans ce space. Je me réjouis de pouvoir parler de cette thématique après Albert et après le professeur David.
Bien entendu, les constats, je pense que on n'a pas besoin d'être un spécialiste particulièrement affûté du système de santé en Afrique pour pouvoir appuyer le constat qui a été brièvement fourni tout à l'heure par mes deux prédécesseurs. Je crois que même en tant que malade, quand on va dans un hôpital en Afrique, je crois que la relation qui existe entre le malade et l'hôpital est une relation qui est une relation extrêmement trouble. On a presque peur, en tout cas pour le petit exercice que je fais dans les pays francophones où je mets en place des systèmes de finances publiques. On constate bien qu'il y a une relation extrême de méfiance entre les malades et le système de santé publique en tant que tel. Donc, j'appuie forcément les constats qui sont faits. Et pour les chiffres qui ont été proposés, donc bien entendu, ils confirment forcément la relation qu'il y a entre les citoyens de manière générale et les systèmes de gouvernance publique. Pour dire les choses simplement, on peut, sans être spécifiquement axé sur les études sur la santé, on peut voir que la plupart des études sur la gouvernance des systèmes publics, et en particulier la gouvernance des systèmes de finances publiques, montrent bien que en matière de transparence, par exemple, dans nos pays africains et francophones en particulier, on ne brille pas très haut. Si je prends l'index des budgets ouverts qui fait une analyse des systèmes de transparence de finances publiques dans le monde pour environ 120-125 pays, on peut noter que la moyenne mondiale, on est à 45%, mais quand vous venez en Afrique francophone, qui est l'espace géographique qui nous concerne, on est à 28%. Si j'évoque les questions de contrôle, dans le monde, on est à 52%, mais en Afrique francophone, on est à 37%. Pour la participation citoyenne, elle approche presque le nul, puisqu'on est à 8% en Afrique francophone, ce qui montre bien que la relation entre les citoyens et tout le système de gouvernance publique ne marche pas. Et si le système de gouvernance publique n'a pas cette relation de confiance ou cette relation de co-construction et de co-design que l'on attendrait d'un système, notamment du système de santé publique, on ne peut pas s'attendre à des constats très, très différents de ce qui vient d'être proposé par mes deux collègues. Merci. Merci infiniment. Je voulais simplement demander à Gilbert ou à Yezou d'appuyer sur son micro en bas et à gauche de son écran et demander également à Dr Madjou de faire la même chose parce qu'on a besoin des deux justement sur le stage pour poursuivre nos discussions. Mais avant qu'il n'arrive, je reviens donc au professeur Dossé pour lui demander de nous mettre en avant les causes qui peuvent éventuellement justifier ces faiblesses, ces manques ou l'absence totale d'offres de santé publique, comme l'a indiqué tout à l'heure Monsieur Zé. Monsieur le professeur, les causes. Alors, les causes, si j'essaie de faire une analyse en tenant compte de mon vécu sur le terrain, je dirais que elles sont de plusieurs ordres. J'ai tendance souvent à dire que pour moi, le système de santé, c'est d'abord un trépied, donc 3 gros piliers. Le premier pilier, ce sont les ressources humaines. Ensuite, le deuxième pilier, c'est tout ce qui est infrastructure, équipement. Et le troisième pilier, pour moi, ce sont ces personnes qui viennent se faire soigner, donc les malades, qu'on pourrait appeler les clients. Et ces 3 piliers sont organisés ou soutenus par un système de gouvernance qui doit être particulièrement efficace pour permettre à chacun de ces piliers d'évoluer de façon correcte. Alors, si je reviens donc par rapport à la question des ressources humaines, de mon point de vue, nous avons d'énormes insuffisances en ce qui concerne la gestion de ces ressources humaines. D'abord, en termes de formation, il y a des efforts qui sont faits, certes, mais quand on tient compte de la massification, de plus en plus d'étudiants, avec moins de malades à leur disposition, j'estime que nous n'avons peut-être pas pu optimiser nos capacités en termes de formation. On pourra également revenir là-dessus. Toujours par rapport aux ressources humaines,
est-ce que nous arrivons à les déployer de façon presque équitable sur l'ensemble du territoire pour permettre à chaque citoyen, quel que soit l'endroit où il se trouve sur le territoire, de bénéficier des meilleurs soins de santé. Enfin, toujours en ce qui concerne les ressources humaines, nous n'arrivons pas à mettre en place une vraie politique pour fidéliser les ressources humaines. Je me souviens de l'OMS qui avait dit une fois que parmi toutes les ressources dont on dispose pour mettre en place un bon système de santé, alors les ressources humaines sont les plus précieuses. Et ça se comprend. Ce sont les ressources humaines qui permettent de donner toute leur valeur aux autres ressources. Prenez un pays où on a des scanners dans tous les hôpitaux, tous les grands appareils d'imagerie dans tous les hôpitaux, mais si vous n'avez pas le personnel qualifié pour faire tourner ces appareils, c'est comme si vous n'avez rien mis en place. Donc, véritablement, la question des ressources humaines est très importante. Et aujourd'hui, nous avons, en tout cas pour ce qui concerne le Togo, un gap terrible entre ce qui est attendu quand on tient compte des normes et des standards internationaux, donc ce qui est attendu et ce qui est réellement dans... Je l'entends plus. Moi non plus. Donc, il a dû avoir une coupure. Gilbert Ouaezou, merci d'être là. Prenez la parole juste pour nous dire qui vous êtes et en même temps, vous nous direz exactement vous aussi. Monsieur le professeur, vous êtes là? Je suis revenu, oui, je pense qu'il y a eu un souci. Allez-y. Ah, je continue. Donc, voilà, donc, je vais essayer d'aller un peu plus vite. Donc, la question des ressources humaines qu'il faut pouvoir fidéliser, et ça constitue un écueil important au niveau de notre système de santé que nous essayons de construire. Vous voyez tout simplement, lorsque Sarkozy avait parlé de l'immigration choisie, et je pense que c'était à dessein, imaginez que pour former un personnel de santé, vous prenez quelqu'un qui fera des études primaires, des études secondaires, des études supérieures, une spécialisation éventuellement, donc ça coûte extrêmement cher. Et au bout du compte, vous n'arrivez pas à fidéliser ce personnel. Et ce personnel se retrouve, par exemple, en France ou ailleurs, avec une petite mise à niveau. Et ce personnel que le pays d'origine aura mis des millions sur la table pour sa formation, finalement, ce personnel ira servir un pays nanti. Et c'est pour ça que je pense qu'il faudra qu'on réfléchisse par rapport à la question des ressources humaines. Ensuite, la question je vais peut-être parler des infrastructures, des équipements qui doivent être modernes, qu'il faut pouvoir renouveler périodiquement. Alors, un gros souci dans nos pays, c'est que nous n'arrivons pas à mettre en place un bon service de maintenance. Vous avez aujourd'hui, on ne peut pas faire de la médecine. La médecine, je dis souvent que ce n'est pas l'imposition des mains. Il faut disposer d'outils d'aide au diagnostic, donc des scanners, des IRM, etc., etc. Et il faut des gens pour pouvoir vous réparer vos appareils quand ils tombent en panne. Mais qu'est-ce qui se passe souvent? On vous apporte un appareil. Au bout de 6 mois, l'appareil tombe en panne. Et c'est comme si, plus personne ne peut le réparer. Et vous retombez, alors que vous êtes une structure de référence, vous retombez à un niveau de dispensaire. Je passe aux clients. Donc, j'ai parlé de ressources humaines, j'ai parlé des infrastructures. Alors, les clients, il faut pouvoir leur assurer un accès géographique, un accès financier aux soins de qualité. Et là, nous avons d'énormes difficultés. Aujourd'hui, nous avons, grâce aux ODD, aux objectifs de développement durable, la question de la couverture sanitaire universelle qui est sur le tapis. Mais je suis convaincu que si on fait une étude là à mi-parcours, beaucoup de pays en Afrique n'ont pas pu assurer cette CSU à un niveau efficace. La couverture qui permet véritablement à chaque individu sur le territoire d'avoir accès à des soins de qualité, la CSU pose problème. Aujourd'hui, vous avez encore des malades, des familles qui doivent débourser énormément pour se faire soigner, alors que malheureusement, ils n'ont pas suffisamment de moyens, n'ont pas suffisamment de ressources. On nous dit que le 21e siècle, ce sera le siècle du cancer. Se faire soigner du cancer, ça coûte extrêmement cher, ça coûte des millions de francs CFA. Quand je prends un pays comme le Togo où le SMIC est à 35 000 francs CFA, vous imaginez que si on vient vous annoncer que vous avez un cancer, pour vous faire soigner, ça va vous coûter peut-être 2 millions, 3 millions, 4 millions, 5 millions et que vous gagnez 35 000 francs CFA, c'est comme une condamnation à mort. Alors, voilà donc le trépied. Les malades,
pour lesquels on doit améliorer leur capacité d'accès aux soins, capacité géographique, capacité financière, les infrastructures équipements qu'on doit pouvoir mettre en place, qu'on doit pouvoir rénover quand c'est nécessaire, pour lesquels il faut une vraie politique de maintenance, et bien sûr les ressources humaines qu'il faut former et qu'il faut pouvoir fidéliser. Mais si autour de ça, on ne met pas en place un vrai système de gouvernance, et une belle organisation, et c'est ce que ceux qui m'ont suivi dans le débat ont dit. Quelqu'un a dit qu'il n'y a même pas de système de santé en Afrique. C'est une boutade, mais il n'est pas loin de la vérité. Je pense que lorsqu'on parle de mettre en place une politique de gouvernance, c'est que d'abord, déjà, il faut connaître son environnement. Il l'a dit, je crois que c'est Albert. Et pour connaître son environnement, il faut disposer d'informations. La santé, pour moi, c'est d'abord un système d'information. Mais l'hôpital où je suis, nous n'avons même pas pu, depuis des décennies, parvenir à avoir une digitalisation des archives. C'est extrêmement grave. Mais si vous n'avez pas les informations sur l'environnement sanitaire dans lequel vous évoluez, comment est-ce que vous pouvez proposer ensuite derrière une politique? Vous ne pourrez pas. Et si vous ne pouvez pas proposer une politique efficace, il y a deux choses. Soit vous vous contentez de surfer sur ce que d'autres, soi-disant experts, vont vous proposer. Et j'ai un exemple à donner là-dessus tout à l'heure. Ou alors, tout simplement, vous vous dites, bon, aujourd'hui, je vais peut-être construire un hôpital ici, demain, je vais construire un hôpital ici. Vous ne parviendrez pas à mettre en place une vraie vision en termes de politique des ressources humaines. Je veux dire par là que si vous n'avez pas les bonnes informations, peut-être que vous ne saurez pas qu'il faut non pas 5 cardiologues au Togo, mais il faut peut-être 50 cardiologues dans les 10 ans à venir, dans les 15 ans à venir. Vous voyez, il faut pouvoir mettre en place une vraie gouvernance, avoir les systèmes d'information qu'il faut et permettre ainsi d'évoluer au niveau de l'organisation de tous ces trois piliers. Je disais donc qu'il y a des situations qui sont parfois totalement incroyables. Je me souviens d'une réunion qu'on avait eue au ministère de la Santé il y a peut-être 10-15 ans et j'évoquais la question des urgences en disant que, compte tenu du fait qu'en Afrique, 3 patients sur 4 viennent en situation d'urgence. J'ai une hernie, ça ne fait pas mal, bon, je continue mon travail et c'est le jour où j'ai une complication, un étranglement de ma hernie, que je cours pour aller à l'hôpital. Mais il faut donc améliorer la situation des urgences, chirurgicales notamment, puisque moi je suis chirurgien. Je disais, mais faites en sorte que lorsque les patients arrivent aux urgences, qu'on puisse au moins répondre à l'urgence en temps et en heure. Et la dame qui était là, qui était soi-disant une experte africaine, m'a dit non, les urgences, c'est pas une priorité parce que ça coûte trop cher. C'est la réponse qu'elle m'a donnée. J'ai bien compris que elle me donnait une réponse peut-être toute fabriquée, qu'on lui avait peut-être inculquée en lui disant les urgences en Afrique, c'est trop cher, donc il faut pas s'occuper des urgences. Mais ça voulait dire simplement qu'elle ne connaissait pas son milieu, qu'elle n'avait pas pris la peine d'avoir les informations sur son milieu, qu'elle n'avait pas pris la peine de faire des études pour avoir vraiment cette étude de marché dont avait parlé Albert. Ensuite, toujours pour ce qui concerne la gouvernance, il faut mettre de l'argent. Si on dit que la santé est une priorité, je vais finir par là, si on dit que la santé est une priorité, alors il faut vraiment y mettre quand même les moyens. Je me souviens qu'en 2001, je crois que c'est les chefs d'État de la CEDEAO qui avaient annoncé qu'il fallait, pour améliorer les systèmes de santé, en tout cas en Afrique de l'Ouest, augmenter le budget, la part de santé, à 15% du budget national. En tout cas, pour ce qui concerne le Togo, depuis 2001, nous sommes en 2024, nous oscillons généralement autour de 5%, 6%, dans le meilleur des cas, 7%. Voilà. Donc, si vous n'arrivez pas à atteindre au moins avec les 15% de budget, cette capacité financière qui vous permet de prendre en charge 80 à 100% des besoins, si vous financez au tiers, vous ne parviendrez qu'à soigner au tiers. C'est une évidence. Donc, il faut que la santé devienne vraiment une priorité et que les États fassent l'effort d'augmenter le budget et de mettre en place, en tout cas, une vraie politique de santé pour voir dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, qu'est-ce qu'on veut faire de la santé dans nos pays. Merci. Merci infiniment, monsieur le professeur. Je voudrais donc saluer la présence de monsieur Gilbert
Ouaezou finalement qui est remonté sur le stage, et surtout saluer la présence également de Dr Madjou qui avait donc quelques difficultés. Et Dr Madjou est le deuxième médecin à qui je vais demander d'ouvrir son micro, de bien vouloir nous parler comme tous les autres tout à l'heure, non pas du constat qui est unanime, mais surtout des causes du manque de performance, aussi bien du système sanitaire que de l'offre de santé publique, que de la situation globale justement de santé publique dans le pays. Je rappelle que Dr Madjou Diallo est originaire de Guinée-Conakry et elle exerce au Gabon à l'hôpital de Lambaréné. Docteur, ouvrez le micro s'il vous plaît. C'est bon, vous... Je vous entends. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Je m'excuse encore d'être un peu en retard pour des raisons techniques. Voilà. J'espère que vous m'entendez. On vous entend très bien. On a besoin que vous nous parliez de ce qui explique la situation difficile de l'offre de santé publique, l'état dans lequel se trouvent nos structures de santé, nos hôpitaux, et la situation de prise en main justement des malades. D'accord. Merci. Bon, moi j'exerce au Gabon. Donc, mon expérience au Gabon me permet de parler un peu de l'organisation sur laquelle nous exerçons ici. Donc, au niveau du Gabon, les textes vraiment sont bien rédigés, mais c'est l'applicabilité qui fait défaut. Et quand tu entends des montants aussi alloués pour le système de santé, et tu viens sur le terrain, nous qui sommes confrontés tous les jours aux problèmes de prise en charge, tu te dis où va cet argent que tu entends comme budget de l'État au niveau du ministère de la Santé. En ce qui concerne l'organisation, il y a une pyramide sanitaire qui est définie. Il y a les dispensaires au niveau des villages, des zones rurales. Il y a le centre de santé, le centre médical au niveau des départements. Il y a les centres hospitaliers régionaux au niveau de... Est-ce que vous l'entendez? Fatoumata? Moi, je ne l'entends plus. Donc, non, on n'entend plus. À mon avis, il y a un bug. Le temps que le docteur Madjou Diallo revienne vers nous. Docteur, vous êtes là? Oui, je suis là. J'étais en train de parler de l'organisation du système de santé sur lequel nous exerçons au niveau du Gabon. Je ne sais pas si vous m'entendez de nouveau. Je vous entends, oui, allez-y. Je disais par définition, il y a une pyramide sanitaire qui est là et il y a des budgets alloués au niveau du fonctionnement, mais sur le terrain, on ne voit pas objectivement où va cet argent qui est alloué au niveau du fonctionnement. En ce qui concerne la pyramide sanitaire, je disais au niveau des zones rurales, nous avons les dispensaires. Au niveau du département, nous avons les centres de santé et centres médicaux. Au niveau des capitales provinciales, nous avons les centres hospitaliers régionaux. Et au niveau de Libreville, qui est la capitale, nous avons des centres hospitaliers universitaires et des hôpitaux spécialisés. Mais sur la fonctionnalité, déjà le système de référence et contre-référence fait défaut. Les évacuations sanitaires ne respectent pas vraiment cette pyramide sanitaire puisque ce sont les familles qui se chargent de l'évacuation de leurs patients. Il faut payer l'ambulance. Parfois, les évacuations ne sont pas médicalisées. Et pour évacuer un patient, il faut connaître quelqu'un au niveau du CHU. Sinon, tu ne peux pas évacuer d'emblée un patient comme c'est défini au niveau de la pyramide sanitaire. Oui, je crois qu'il y a des coupures chez Dr Madjou. Dr Madjou, est-ce que vous m'entendez? Oui, moi je vous entends très bien. Je vous entends. Est-ce que votre connexion Internet marche bien? Si, ça fonctionne, oui. Ok, allez-y. Moi, je vous entends. Oui, donc, je disais, au niveau de la pyramide sanitaire, le goulot d'étranglement se situe au niveau de l'organisation de l'offre de soins. Pour évacuer, par exemple, un patient du niveau périphérique vers le niveau central, parfois la prise en charge est faite par les familles. Ce sont les familles qui payent l'évacuation. Les ambulances ne sont pas disponibles à tout moment. Alors, les ambulances ne sont pas disponibles parce qu'il n'y en a pas suffisamment ou bien il n'y a pas d'ambulance du tout?
Parfois, il n'y en a pas. Dans certaines provinces, il y a plus d'ambulances puisque l'entretien ne se fait pas. Les véhicules sont garés. Ça ne fonctionne pas. Le carburant fait défaut. Donc, ce sont les familles parfois qui évacuent leurs patients avec leurs propres moyens, sans ambulance médicalisée. Et quand l'ambulance est disponible, parfois on demande un coût supplémentaire pour pouvoir évacuer le patient. Et pour avoir un point de chute au niveau central, il faut appeler, il faut avoir un accord, il faut qu'on trouve la place. Et tout ça, ça retarde les évacuations. Le patient peut faire 2 ou 3 jours pour des cas d'AVC, pour des traumatisés d'accidents de la route. Donc ça augmente encore le taux de mortalité de ces patients-là. Et avant l'évacuation, beaucoup de provinces n'arrivent pas à faire le premier bilan. Le scanner n'existe pas. On s'arrête juste à la radiologie. Donc, ce sont des suspicions cliniques parfois qui nous obligent à évacuer les patients, puisque nous n'avons pas le bilan complémentaire qui est disponible. Voilà. En ce qui concerne les urgences, les patients arrivent, il n'y a pas les premiers soins ne sont pas disponibles, il n'y a pas de médicaments d'urgence. Et même quand ça existe, la gestion n'est pas bonne, puisque les pharmacies et des hôpitaux ne sont pas ravitaillés régulièrement. Les commandes sont faites, il y a des retards d'approvisionnement, il n'y a pas de respect des stocks de sécurité et il n'y a pas beaucoup de spécialistes aussi au niveau des provinces. Tous les spécialistes sont concentrés au niveau de la capitale. Même quand ils sont affectés, il y a un arrêté d'affectation, ils sont libres de venir ou de ne pas venir. Il n'y a pas de sanction qui suit. Donc, en ce qui concerne le personnel qualifié aussi, nous avons énormément de difficultés au niveau périphérique. Voilà. Très bien. Mais il y a un effort qui est là, qui existe depuis une dizaine d'années, c'est l'existence de la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale, que nous appelons ici l'assurance maladie universelle. Cela encourage quand même aujourd'hui les familles à fréquenter les hôpitaux puisque le coût revient un peu moins cher pour les Gabonais économiquement faibles. Ils ne cotisent pas, c'est l'État qui rembourse à 80% et la consultation et le bilan et les produits disponibles dans les pharmacies privées en ville, des pharmacies affiliées à la Caisse nationale d'assurance maladie. Ce sont les fonctionnaires et les agents privés qui cotisent. Depuis leur bulletin de salaire, il y a une déduction automatique qui se fait. On cotise, mais les Gabonais économiquement faibles ne cotisent pas, c'est l'État qui les prend en charge. L'autre volet de cette assurance maladie universelle, c'est qu'ils arrivent à prendre en charge quand même les femmes enceintes. Les consultations prénatales sont gratuites, les accouchements et les césariennes sont gratuits, et l'enfant et la mère sont pris en charge jusqu'à 3 mois après l'accouchement. Donc ça, quand même, c'est un point positif. Mais il y a aussi le revers de ça. Le fait que l'assurance maladie existe aujourd'hui, les procédures deviennent un peu plus longues aussi au niveau des hôpitaux, puisqu'il faut remplir énormément de fiches. Les fiches de consultation, les bons d'examen, ce n'est pas informatisé. Donc, les patients trouvent qu'arriver à l'hôpital, l'accueil est un peu plus long. L'attente est longue, donc il y a beaucoup d'automédication. Les patients sont orientés vers les pharmacies où ils partent demander des conseils, par exemple pour le paludisme, les grippes, les diarrhées. Et là, ça nous amène tout droit aussi aux résistances aux médicaments, que ce soit les antipaludiques ou les antibiotiques, puisqu'il y a un abus d'automédication. Donc, voilà un autre obstacle aussi que nous rencontrons par rapport à l'existence de cette assurance maladie, puisque les fiches sont énormes. Il n'y a pas d'informatique, c'est l'accueil des patients et puis l'attente est un peu plus longue en consultation. Très bien, on Donc, revient, il y a on revient à vous tout à l'heure, Dr Madiou. Le temps juste de donner la parole justement à Gilbert Wise-Yezou, le temps d'arriver également à Albert Zé et puis donc à Charles Martial Ngounou. Monsieur Gilbert Wise, vous êtes rwandais et justement vous intervenez pour tout ce qui concerne la digitalisation des informations existantes au niveau sanitaire, c'est ça?
Oui, merci. Oui, comme tu l'as dit, je réponds au nom de Gilbert Gouaïezou, expert en santé numérique. Je travaille avec des gouvernements et des organismes internationaux pour les appuyer dans les premiers pas ou améliorer l'utilisation des systèmes de santé numérique pour améliorer les soins de santé. Je vous remercie pour l'invitation à ce space. Je pense que les idées qui ont été évoquées vraiment, c'est ce qu'on voit dans différents pays, surtout dans différents pays de l'Afrique, vu que les pays déjà développés sont déjà à un niveau, comme notre collègue l'a dit, nous on se voit déjà, on a des systèmes de prestation de santé alors que les autres ont à un grand niveau. Alors, de plus en plus, les pays s'orientent vers les applications numériques de santé à travers le recours de différentes technologies. Alors, Gilbert, je voulais juste que vous insistiez justement sur le fait que, comme il a été dit tout à l'heure, l'absence d'informations fiables a été évoquée par le professeur Dossé tout à l'heure, et c'est véritablement pour combler cette absence-là que vous existez, c'est ça? Oui, oui. Ouais, comme il a dit, l'accessibilité aux soins de santé a été une problématique importante, surtout ici en Afrique. Mais avec le développement des technologies dans le secteur de santé, ça offre des possibilités intéressantes pour améliorer cette accessibilité. Comme notre chère madame le disait, quand il y a un tas de papiers qui se trouvent dans un hôpital, ça devient difficile même de relier à les visites qui ont été faites auparavant ou à les souhaits qui ont été donnés à quelqu'un pour voir si peut-être que le problème qu'elle a aujourd'hui est lié au problème antérieur. Des fois, ça fait que les souhaits qui sont donnés peuvent même engendrer d'autres problèmes. Et c'est ce que je disais, avec le bien des systèmes numériques, ça offre une possibilité d'avoir accès aux informations parce que si les données sont stockées à chaque fois que quelqu'un visite à, à un hôpital, ça devient facile de voir tout l'historique et ça fait que tu peux, les cliniciens donnent les soins qui sont appropriés. Comme on l'a déjà aussi évoqué pendant la pandémie de Covid, il a été démontré que ça peut vraiment offrir des décisions bénéfiques. Euh, et, et aussi, on connaît pour le moment d'autres biais, d'autres technologies comme la télémédecine, qui fait que donc quelqu'un peut soigner les gens à distance, ce qui offre des possibilités pour les endroits ruraux où il y a pas un nombre suffisant de médecins qualifiés pour donner les soins qui sont requis. Donc, il y a tout un tas de technologies pour le moment qui peuvent être utilisées pour donner ou pour soutenir les endroits qui sont un peu reculés, vu que c'est le contexte auquel on se trouve dans différents pays d'Afrique. Mais aussi, il y a des problèmes. Il faut aussi voir, il y a l'infrastructure qui n'est pas encore au niveau requis parce que ces systèmes, des fois, requièrent une infrastructure qui est vraiment bon niveau, à l'Internet, le courant et le personnel qualifié pour faire même la maintenance de ces systèmes pour que s'il y a les données qui doivent être acheminées au niveau national pour prendre des décisions, les systèmes soient fonctionnels à tout moment. Mais vraiment, avec toutes les recherches qui ont été faites, il a été démontré qu'avec le biais de ces systèmes numériques, ça offre des possibilités dans différents angles, comme on l'a évoqué, le problématique d'avoir des médicaments à temps, le problème euh, de manque de médicaments parce que peut-être il n'y a pas moyen de voir où il y a un peu de surplus pour que on fasse des commandes à temps. Donc, avec des systèmes dans certains pays, je peux parler peut-être dans notre pays, au Rwanda, où on a essayé au moins d'avoir quelques systèmes. Il a été démontré que ça améliore l'accès aux soins de santé, mais aussi avec la disponibilité des médicaments, parce que même quand il y a
un hôpital qui est en manque, on peut regarder dans le système et voir l'hôpital qui est le plus proche, qui a un peu de stock, et puis on peut s'emprunter pour, parce que peut-être quand on va faire une commande, ça va prendre un peu de temps. Donc, vu qu'il y a toutes ces réalités que l'on fait face en Afrique, je pense qu'on sera les premiers peut-être à bénéficier de ces systèmes numériques parce que ça entre directement pour répondre aux problèmes qu'on a, à savoir les problèmes du personnel qui est suffisant et bien qualifié, parce qu'on parlait déjà des systèmes qui peuvent donner les cours à distance pour peut-être améliorer les connaissances des prestataires de santé. On peut parler de ces systèmes de télémédecine où quelqu'un qui est même un peu loin peut aider les endroits qui sont un peu reculés. Et c'est la numérisation des dossiers médicaux qui aussi offre un positif pour avoir accès aux informations du patient. Je pense que donc c'est dans cette optique que je vois qu'il y a beaucoup de choses à faire pour que même ces systèmes marchent à travers de l'infrastructure à être développée, mais aussi avoir des connaissances déjà qui doivent être bien donner des connaissances requises pour pouvoir implémenter ce système, mais aussi inviter le gouvernement à faire partie de ce système, parce que des fois, on voit que c'est les partenaires qui injectent beaucoup de fonds pour faire des premiers pas d'implémentation de ces systèmes. Et quand ces partenaires partent, les systèmes ne fonctionnent plus, alors qu'il y a beaucoup de fonds qui ont été investis. Donc, il faut qu'il y ait pas seulement les gens qui s'investissent pour mettre en marche ces systèmes, mais aussi il faut que les gouvernements prennent leur relais pour voir que ces systèmes numériques peuvent améliorer aussi la prestation des soins de santé. Merci. Merci infiniment, Gilbert, et merci d'être là. Monsieur Zé, on va aller avec vous en ce qui concerne les solutions. Vous êtes économiste de la santé. On a passé en revue l'état des lieux qui est totalement en deçà de l'acceptable. On a passé en revue également les causes ultimes qui peuvent justifier cela. Et maintenant, il faut que l'on envisage avec vous les solutions possibles et probables. Et ensuite, avec monsieur Charles Ngounou, on va donc envisager la problématique financière et la question de l'évaluation après coup. Donc, à vous, pour tout ce qui concerne les solutions pratiques, concrètes, qui peuvent permettre, comme vous l'avez dit vous-même, qu'il n'existe pas de système de santé véritablement, de mettre en place des systèmes de santé et de les rendre performants également pour le bonheur des populations. À vous, monsieur Albert Zé. Ok, merci de me repasser la parole. Et merci à tous mes prédécesseurs qui ont véritablement fait un travail de fond pour ressortir les multiples causes qu'on essaie de rencontrer à travers les différents pays africains, parce qu'il faut le dire ici qu'il y a une forte ressemblance, mais qui n'est pas aussi à 100% au niveau de l'Afrique subsaharienne. Mais ce que je voudrais d'abord dire avant toutefois d'entrer en profondeur dans les propositions, c'est que en fait, je voudrais un peu résumer un peu ce qui a été dit par tous ceux-là qui ont parlé juste avant moi. Je dirais ici qu'ils ont fait véritablement une présentation détaillée, mais le problème principal, c'est-à-dire que véritablement la cause principale, c'est le manque de volonté politique. Ça, il ne faut pas qu'on on passe de midi à 14h pour le dire. Il manque une volonté politique. Vous rappelez, pour ceux qui suivent l'actualité, il y a de cela, en fait, cette semaine qui vient de s'achever, 12 pays africains, 12 ministres de la santé africains se sont réunis au Cameroun, à Yaoundé, dans le cadre de la réflexion sur la lutte contre le paludisme, en disant que pour l'une des principales recommandations, c'est de chercher la volonté politique pour résoudre le problème du paludisme. Ce qui démontre clairement que depuis des années, nous n'avons pas de volonté politique à résoudre ce problème.
Merci beaucoup. On était donc en train d'évoquer les best pratiques en termes de solutions avec Monsieur Nzé, qui avait commencé donc à nous les aligner. Monsieur Nzé est économiste de la santé, donc à l'occasion de travailler sur ces questions-là aussi bien pour les pays africains que pour le compte des bailleurs de fonds. Et c'est pour ça qu'on est passé par lui justement pour évoquer cette situation, des solutions qui peuvent être des substituts en ce qui concerne les palliatifs pour l'offre de santé publique, les palliatifs pour la situation sanitaire dans nos pays, et puis surtout les palliatifs contre toutes les défaillances. Donc le temps qu'ils reviennent, bien évidemment, quand on parle de santé publique, on parle également de sous, on parle également de deniers publics, et justement, la question des deniers publics implique les professionnels qui sont chargés donc de l'évaluation des deniers publics. On a l'avantage d'avoir monsieur Charlie Martial Mounou qui lui intervient spécifiquement pour tout ce qui concerne l'utilisation des fonds publics. Monsieur Mounou, le temps que Monsieur Nzé revienne, est-ce que vous pouvez nous dire exactement quelles sont les difficultés que nous rencontrons justement lorsque les fonds publics sont utilisés dans le domaine de la santé publique et qu'ils sont mal utilisés ou qui sont utilisés à mauvais dessein, par exemple? Merci. Non, je pense que les intervenants ont déjà fait remarquer les disparités importantes qui existent dans les allocations en matière de santé. Je crois que les ratios que les États se sont engagés de manière générale à affecter, les ratios budgétaires que les États se sont engagés à affecter à la santé sont de 15%, mais on peut bien remarquer que la plupart des pays n'y arrivent pas. Je pense qu'on a évoqué 6% pour le Togo. La plupart des pays tournent autour de, en tout cas, sont à moins de 10%. Et ça, on parle des allocations directes en matière de santé. Et dans le cas d'espèce, notre docteur de Lambaréné évoquait la difficulté qu'il y a à voir dans quel service exactement est-ce que les ressources budgétaires affectées à la santé sont visibles et n'y arrivaient pas. L'une des difficultés qu'on a, c'est l'indisponibilité des données désagrégées qui permettent effectivement d'apprécier comment est-ce que les ressources de santé qui sont affectées au ministère en charge de la santé publique permettent effectivement d'adresser les soins au niveau des populations. Et je crois que ça, c'est l'une des grosses difficultés qu'on a. C'est ce qui explique les engagements que nous avons pris pour travailler sur les questions de transparence budgétaire. La transparence budgétaire appelant à la mise en place des structures qui permettent d'informer sur les dépenses publiques, non seulement en matière de santé, mais les dépenses publiques de manière générale, pour que les populations, les experts et toute personne qui est intéressée, qu'on puisse faire des analyses sur les niveaux de finances publiques qui sont mises à la disposition des ministères en charge de la santé, et que l'on voit effectivement si les ressources allouées sont effectivement affectées à la santé, puisqu'on s'entend bien que et là je reprends Albert qui évoquait le fait que dans beaucoup de pays, et là je vais parler de mon pays, le Cameroun, on a beaucoup d'engagements en matière de construction d'hôpitaux. Et vous avez des constructions d'hôpitaux partout. C'est-à-dire qu'en termes d'infrastructure, vous avez des hôpitaux de référence construits partout. Et pourtant, vous remarquez bien qu'il n'y a pas une conséquence, par exemple, sur les évacuations sanitaires à l'étranger. Ça pose quand même un problème. Ça montre bien que l'utilisation des ressources de santé ne vise pas spécifiquement la santé et que la construction des hôpitaux de référence distribués à travers le pays ne contribue pas nécessairement à faire réduire la portée des évacuations sanitaires qui, pour le coup, grèvent quand même de manière importante les ressources publiques. La deuxième chose, c'est la gouvernance même des finances lorsqu'on les a effectivement allouées au ministère en charge de la santé. Il va de soi, et je l'ai rappelé tout à l'heure, que quand vous avez des niveaux de transparence qui sont autour de 28% de manière générale en Afrique francophone. Le Cameroun était à 34%, mais au fond, on revient à la même chose. On peut se rendre compte que le niveau de transparence qui régit
les fonds publics de manière générale n'est pas très élevé. Et il y a quelques années, nous avons travaillé dans l'ONG que je dirige, nous avons travaillé avec Transparency International qui fait l'index sur la perception de la corruption en Afrique dans les hôpitaux au Cameroun pour évaluer le niveau de gouvernance et pour lutter contre la corruption. Et je peux vous dire que les résultats étaient très effrayants. Quand vous voyez la manière dont sont répartis, par exemple, les quotités que l'on répartit pour accompagner les médecins, pour suivre les gardes et pour rémunérer les infirmières pour des cas de garde spéciale qu'elles font pour les travaux supplémentaires que les médecins et les infirmières font. Et on pouvait remarquer que ces ressources importantes qui sont prises aux malades ne jouissent pas d'une très grande transparence et font l'objet de repartitions qui ne répondent pas à une rationalité que l'on est capable de suivre. Et ça a des conséquences, bien entendu. Les conséquences, c'est que vous avez les médecins et les infirmières qui s'en vont parce que la qualité de la rémunération des services de ces spécialistes-là n'est pas très élevée. Et on peut bien entendre que quand vous avez des salaires qui tournent autour de, mettons, 300 € pour dire ça comme ça, autour de 300 € pour des médecins, autour de 150 € pour des infirmières, on peut comprendre que les mesures que les pays occidentaux, et je crois que ça a été rappelé tout à l'heure, que les pays occidentaux font pour attirer nos médecins et nos infirmières ne peuvent être qu'extrêmement attractifs pour eux, puisqu'on remarque bien que chez nous, malgré toutes les formations que nous avons réalisées depuis les indépendances, on voit bien que nous restons encore autour de la vingtaine de médecins pour 100 000 habitants. Et comme notre docteur l'a rappelé, la plupart des médecins préfèrent rester en ville parce qu'en plus, en ville, vous avez quand même un accès à d'autres services qui ne sont pas nécessairement des services de santé. Vous avez accès à des opportunités de formation, vous avez accès à des opportunités d'évolution sociale que ceux qui vivent au niveau des zones rurales ne jouissent pas énormément. Donc, ça pose vraiment un problème de gestion globale des ressources publiques au niveau de l'État. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas détacher les fonds affectés à la santé des fonds généralement affectés à la gouvernance du système public en tant que tel, ce qui pose aussi le problème, et qui est plutôt latéral, mais de manière directe, qui pose le problème de la formation de nos médecins. Si l'offre de formation n'est pas une offre de qualité, et si ensuite, lorsque les médecins sortent, je crois qu'on l'a aussi remarqué avec la digitalisation, qui ne touche pas que la santé de manière directe, si des médecins qui sortent ou bien des infirmières peinent à être recrutés ou bien sont intégrés dans le système de santé publique après 1 ou 2 ans de retard pour que leur dossier puisse passer à la fonction publique et qu'ils puissent enfin accéder à leur rémunération, à la rémunération due. Vous entendez bien que pendant 1 année ou 2 années, ces médecins ne travaillent pas vraiment, ou bien s'ils doivent travailler, ils sont obligés de rançonner les malades, ils sont obligés de rentrer dans des schémas de corruption, même seulement pour la survie, ou bien ils sont obligés de se prêter à exploiter les opportunités d'expatriation que nous sommes en train de constater. Et on voit bien que c'est un véritable pillage qui se met en place et qui gruge de manière indirecte la santé, les ressources publiques, puisque de toute manière, quand vous avez affecté des ressources publiques pour former des médecins, pour former des infirmières pendant plusieurs années, et que ces médecins et infirmières se retrouvent dans les pays occidentaux pour accompagner le système de santé publique de ces pays occidentaux, il va de soi que l'État continue à s'endetter pour former des médecins qui rentrent et on rentre dans une espèce de cercle extrêmement vicieux où l'État ne sort jamais, et à la fin, on a une dégradation tout à fait perceptible et visible du système de santé publique qui lui-même suit la dégradation de la gouvernance générale de nos États avec un endettement qui est de plus en plus difficile à supporter. Et après, on est obligé de lever des impôts sur des populations qui sont par elles-mêmes déjà paupérisées. Et je crois qu'on est vraiment dans une espèce de quadrature de cercle, et il est important que nous puissions effectivement
poser la question de la santé comme nous sommes en train de le faire, mais par ricochet, poser de manière générale la question de la gouvernance de nos pays. Merci. Merci infiniment. Fatou, je pense qu'on a évoqué donc l'état des lieux, on a évoqué les causes probables et les constats qui doivent être mis en avant pour justifier justement cet état des lieux. On a parlé donc de best practice, même si on a perdu Albert Zé en cours de chemin, mais il avait quand même suffisamment évoqué les choses en début pour que l'on comprenne aujourd'hui qu'est-ce qu'il y a lieu de comprendre, c'est qu'il faut faire pour avancer. On a parlé donc de problématiques de financement, mais surtout de la question de l'évaluation des financements, de manière à ce qu'il y ait une optimisation de l'utilisation de l'argent public au regard des résultats que nous pouvons atteindre. Donc, je te laisse la main sur les discussions sur le stage, justement, que tu prends, en espérant que Albert Zé va nous rejoindre, en espérant également que Gilbert Ouaouzé, que nous avons perdu, reviendra également pour nous parler de prise en main, justement, de la question du point de vue numérique, parce que la question, justement, de l'information et de l'importance de l'information a été posée tout le long. Fatou, tu prends la main. Merci beaucoup, tonton. Alors j'informe l'auditoire que le stage est ouvert. N'hésitez pas à faire vos demandes d'intervention. Si vous avez... J'invite Ramatoun, notamment Aïssata, Mex, Irène, Salifou, Nabi, Zenab, Ivanda, dont j'ai vu passer le commentaire. Malheureusement, on a lâché l'autre space parce qu'il y avait des commentaires que je souhaitais lire. Donc, je vais essayer de retrouver cela. Je vois une demande de Mariam. Mariam, je te donne la parole. Alors, merci beaucoup de me donner la parole, maître. Je vous dis bonsoir. Et je dis bonsoir à tous les auditeurs, toutes les auditrices et tous les invités. Je disais que, en écoutant les intervenants qui ont présenté vraiment de façon holistique les différents enjeux, c'est vrai que ça me ramène un peu à ma première profession. Et ça me ramène aussi au fait que quand je suis rentrée, après 10 ans de pratique de pharmacie aux États-Unis, puis formée aux États-Unis, lorsque je suis rentrée dans mon pays, en Guinée, j'ai trouvé que c'était quasiment impossible pour moi de me reformater à ce que j'ai trouvé en fait sur le terrain. Et je parle vraiment de la question des distributions et des ravitaillements des produits pharmaceutiques en fait, puisque quand on parle de santé publique et quand on parle d'hôpitaux et quand on parle de trauma et de cas de maladie, ce qui va avec, évidemment, c'est les traitements qui vont avec. Et donc, les pharmacies centrales sont très importantes dans le dispositif. Et ce que j'ai pu voir, c'est que bien qu'on parle vraiment, on a beaucoup parlé de la volonté politique, et je suis absolument d'accord qu'il ne faut pas mâcher les mots. Pour moi, c'est une faible volonté politique d'améliorer ce qu'on appelle en termes techniques les renforcements, parce que ça s'appelle RSS en fait, renforcement de santé, des systèmes de santé publique. Et il y a tout un canevas qui est très clair que l'OMS a proposé et que les ministères de santé publique s'alignent dessus et ils connaissent très bien ce qu'ils doivent faire. On a vu que lorsqu'il y avait évidemment les grands fonds, le Fonds mondial contre la lutte, pour la lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose, que là, il y avait une forte... il y avait une perche en fait d'accès à des financements, des gros financements, des gros montants. Et justement, les propositions de pays, et moi j'ai travaillé sur ça, j'ai travaillé sur les grosses propositions de pays, par exemple du 9e round, du 8e round, du 10e round en Guinée. Je faisais partie de l'équipe technique qui a rédigé les propositions techniques. Et vous avez une composante de renforcement de système de santé. Et on parle de plusieurs millions, 50 millions, 100 millions de dollars par secteur, si c'est le type tuberculose, si c'est la malaria, si c'est le sida. Et à l'époque, les pays ont quand même reçu beaucoup de fonds. Et justement, c'était ça le problème, c'est que la transparence de l'utilisation de ces fonds était problématique. Et moi, j'ai juste décidé, c'était juste trop lourd pour moi, parce qu'il y avait l'aspect distribution, comme je l'ai dit, des produits pharmaceutiques et le ravitaillement des pharmacies centrales. Et on parle beaucoup des grands CHU, des hôpitaux. Je ne sais pas comment ça se passe dans les autres pays, mais en Guinée, dès qu'on sort de la capitale Conakry, on est dans les hôpitaux régionaux, les dispensaires, ça ne va pas du tout. Et comment est-ce que la logistique d'approvisionnement en médicaments est un gros souci? Et les grossistes viennent et foutent encore, excusez-moi l'expression, foutent encore plus le bordel, puisqu'ils viennent avec une approche très commerciale. Ils vendent à qui veut, que ce soit des
des commerçants qui ont des petites pharmacies dont vous connaissez le marché parallèle et tout ce qui est médicaments, etc. Et quand on n'a pas tout un système qui veut vraiment se mettre en place et qui réfléchit avec une certaine déontologie. Alors, sur le papier, vous avez l'ordre des pharmaciens, l'ordre des médecins, tout est bien écrit, tout est bien fait. Ils ont calqué je dirais, des codes de régulation qui sont tellement bien écrits que vous avez l'impression que vous êtes au paradis. Mais en réalité, personne ne le regarde. Et moi, ce qui m'a le plus touchée, et j'aimerais bien demander aux personnes qui vont intervenir si ça se passe comme ça, bien que je pense qu'il y a différents niveaux, c'est que quand vous allez dans la plupart des pays de la sous-région, on ne revoit pas cette envie vraiment d'être au service du patient. On voit vraiment des médecins et des pharmaciens qui sont devenus presque comme des directeurs de sociétés commerciales. Ils savent que l'hôpital ne peut pas donner certains services. Ils donnent des rendez-vous à leurs patients dans leur clinique privée. La plupart qui sont dans ces CHU, en tout cas au niveau de la capitale, ont des cliniques privées. Et là, ils se procurent, je ne sais pas par quel moyen, si c'est à travers les mêmes circuits des pharmacies centrales ou ailleurs, ils se procurent des médicaments et on a affaire à, je parle des patients en renal failure, comment on dit ça en français, en rénal, comment dire, ceux qui sont sur la dialyse, j'oublie le terme. En fait, tous mes termes techniques sont en anglais. Donc, je veux dire qu'il y a des cas, par exemple, de cancer, etc., où on a besoin d'un certain type de médicaments et il y a personne ne veut s'attaquer à cela parce que c'est des lobbies très puissants qui sont derrière, notamment au niveau de la distribution pharmaceutique. Donc, je voulais rajouter un tout petit peu cela pour dire que on peut réfléchir à toutes sortes de solutions ici, mais si on n'attaque pas le gros du morceau, qui pour moi est vraiment, quelqu'un a parlé de volonté politique, on a vu qu'à chaque fois qu'il y a des crises comme l'Ebola, on l'a vu avec la Covid, on a vu toutes sortes de fonds, et même juste ici au Sénégal, je pense qu'il y a encore beaucoup de questions sur les fonds qui ont été mis à disposition pour la lutte contre la Covid. Donc moi, je pense que c'est une grosse question de accountability au niveau de nos États et on va tourner en rond, on va réfléchir avec des plus grands cerveaux africains et la plupart, justement, comme moi, j'ai décidé de carrément faire une reconversion professionnelle. Mais si vous avez été vous former à l'extérieur, que vous voulez venir chez vous et vous mettre au service de votre pays, il faut qu'on règle cette question de accountability et surtout quand on parle de santé publique, on doit prendre la santé publique au niveau où ça devrait être. Voilà ce que je voulais donner comme contribution. Merci. Merci beaucoup, Mariam Tendo. Je te dis bonsoir parce que j'ai bugué quand tu montais. Alors, avant de passer à Zainab, j'imagine qu'elle est montée juste après toi. Je ne sais pas trop. Je vais lire quelques commentaires. Il est bon de faire recours auprès d'un système numérique de santé, mais il y a aussi des conséquences à ce recours. Parce qu'en France, plusieurs hôpitaux ont subi d'attaques informatiques qui auraient causé le vol de plusieurs données personnelles des patients. Ceci était le commentaire de M. ABC HRF. Jafar Aboubakri, pardon. En Afrique, les États investissent de plus en plus sur les assurances publiques de santé. En Mauritanie, l'État a mis en place récemment la CNASS. Il a référencé le site de l'organisme si ça intéresse des personnes ou des morts sur le space. Monsieur Luc Fongang, il faut refondre nos politiques de santé en Afrique. Les programmes testent depuis Alma-Ata. Comment c'est l'OMS qui doit venir dans les pays promouvoir la médecine traditionnelle? Je pense que les acteurs non étatiques doivent fédérer les intelligences pour avancer. Toujours avec le même auditeur, comment peut-on avoir des politiques de santé calquées sur des modèles importés, système vertical dicté par ceux qui financent? Entre-temps, 80% des populations font recours à la médecine traditionnelle. Voilà d'où devraient être bâties des politiques culturellement adaptées. Monsieur Pape Alioune Dial, pourquoi ne pas mettre la priorité sur la création de pharmacies centrales des hôpitaux, mise en place d'un entrepôt de données de santé et PAX doit être une priorité.
Madame Ivana Fernanda, le Gabon est tout aussi concerné par ce système de santé publique défaillant. Entre le manque de médecins, l'absence d'équipement, la quasi-inexistence de la logistique et la problématique de la prise en charge sur l'assurance maladie, autant de problèmes qui n'en finissent pas. Et je passe la parole à Zénab. J'imagine que c'est Zénab qui est montée après Maître Konaté parce que je n'étais plus sur le stage. Oui, c'est elle qui est montée, puis elle est D'accord. descendue. J'espère qu'elle est là, oui. Elle est là. Bonsoir Zénab, bienvenue et à toi. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Fatou, Rama, Maître, tout le monde quoi. En fait, je vais rebondir sur, je vais commencer là où peut-être Mariam a laissé les cas de, comment dirais-je, au niveau des pharmacies, toute la corruption des gros joueurs dans le domaine de la pharmacie, avant de continuer. Mais je voulais rappeler par exemple le cas de la Guinée où la Guinée avait une pharmacie centrale, par exemple. Tout à l'heure, tu parlais dans les commentaires, quelqu'un qui parlait de la centralisation des pharmacies. On avait Pharma-Guinée, c'était une usine de médicaments. On produisait beaucoup de médicaments, dont la Nivaquine, que la Guinée vendait même à l'extérieur. Il y avait les paracétamol qu'on fabriquait sur place. Il y avait vraiment beaucoup de produits que la population utilise de base pour les douleurs de base ou les problèmes de santé de base de la population. Donc, on avait cette usine-là. Et malheureusement, l'usine a fermé il y a quelques années. Et moi-même, mon papa a travaillé pour la Pharma-Guinée en Guinée. Donc, pour dire que oui, il y a tout un problème parce que aujourd'hui, ça coûte extrêmement cher aux États d'aller s'approvisionner en médicaments à l'extérieur versus quand on avait cette pharmacie centrale-là d'usine de production de médicaments sur place. Ça, c'est une chose. Mais au-delà du fait que ça coûte cher d'aller les acheter, les personnes, les pharmaciens ou en tout cas la corporation pharmaceutique qui est en charge d'aller acheter, ben, il y a tout un mécanisme de corruption aussi qui est en arrière de ça, qui fait en sorte que les prix sont surévalués. Une fois que le médicament arrive sur le marché guinéen, ben, c'est vendu à des prix qui sont assez faramineux pour la population moyenne. Ça fait en sorte que les personnes défavorisées ou les personnes qui ont moins de ressources se tournent vers les marchés où les médicaments sont contrefaçonnés, c'est des médicaments de contrefait. Et puis, les médicaments en question ne sont pas, comment on appelle ça, il n'y a pas de légalité par rapport non seulement à la qualité de production du médicament en question, mais il n'y a pas aussi de suivi par rapport à la conservation de ces médicaments-là, parce que souvent, tu vas les trouver sur des tablettes en plein marché ou déjà juste l'effet du soleil, parce qu'il y a tout un mécanisme de conservation par rapport à différents types de produits qui ne sont pas du tout respectés. Et sans tenir compte aussi que parfois, c'est carrément des poudres de manioc qu'on met dans des gélules pour vendre comme si c'était des médicaments. Alors, il n'y a pas de contrôle de l'État sur toute sa chaîne d'approvisionnement en termes de médicaments qui sont déversés sur les marchés africains. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point que je voulais aborder par rapport à ce space-là, c'est tout ce qui touche la couverture sanitaire universelle, parce qu'il y a beaucoup de pays avec l'OMS qui ont voulu installer cette couverture sanitaire universelle dans le système de santé, qui prend en charge, par exemple, tous les employés de l'État, les retraités et tout, qui les prend en charge pour que il y ait tout un suivi de prévention, surtout, jusqu'au niveau de l'accompagnement quand il y a une maladie. Mais on sait que dans les États, les gens sont très plus réactifs que préventifs. Donc, quand les membres, les personnes, les employés de l'État tombent malades, souvent, on a tendance rapidement à les évacuer, surtout ceux qui sont bien placés, bien positionnés ou qui sont liés à des familles bien placées. On a tendance à les évacuer et le coût de l'évacuation, on l'a déjà dit sur ce space-là, est très élevé. Souvent, c'est le double de ce qu'on pourrait utiliser pour soigner les patients sur place. Et même si on avait un système de prévention en amont,
ce serait beaucoup moins cher que de prévenir que guérir. Alors, il y a tout ça qui n'est pas encore ficelé dans notre système de santé, dans la plupart de nos pays africains, dont il faut vraiment adresser la problématique parce que aujourd'hui, par exemple, quand on prend un patient qui a des problèmes de diabète, on va dire, le problème de diabète peut entraîner plusieurs autres complications secondaires qu'il faut prévenir. Donc, ça devient de la prévention secondaire dans la maladie de la diabète. Donc, on peut penser à la tension artérielle, on peut penser aux problèmes cardiaques, on peut penser aux problèmes rénals. Tout ça, ça découle du diabète lui-même en soi. Mais si, de façon préventive, on adressait ces complications secondaires qui peuvent se greffer à la maladie de base, ben, ça pourrait être moins coûteux pour le système de santé lui-même. Mais généralement, ça aussi, c'est pas fait de façon préventive. Donc, finalement, les gens se retrouvent à des stades assez avancés de toutes sortes de complications qui coûtent extrêmement cher et localement s'ils sont soignés sur place. Et quand on les évacue, c'est encore plus cher. Donc, moi, je pense qu'il y a toute cette volonté politique qu'il faut mettre en place et conscientiser les gens, je veux dire le système lui-même pour qu'il adresse ces problématiques-là. Il y a la question des infirmières et tous les paramédicaux aussi qui ne sont pas adressés adéquatement dans nos systèmes. Il y a tout le service. Par exemple, quand on dit, par exemple, que lorsqu'un malade arrive à l'hôpital, 50% de sa maladie est gérée juste sur le plan psychologique, c'est très vrai. Parce que quand tu arrives et que tu as une sorte d'attention, une sorte de soin, d'accueil et tout, d'intégration au sein de l'hôpital, ben ça t'apaise d'une certaine façon et ça peut soigner beaucoup tout le trauma qui touche la maladie. Mais chez nous, généralement, les malades sont très maltraités. Tu arrives, tu as déjà ton problème de santé, mais l'accueil, le suivi, l'attention des infirmiers ou paras, tout ça, c'est négligé. Tu arrives à peine, il faut quand même, avant même qu'on ne t'occulte, il faut d'abord mettre de l'argent sur la table et généralement, c'est comme ça se passe. Donc, il y a tout ça qu'il faut adresser. J'ai parlé rapidement de plusieurs choses, mais on est tous conscients qu'il y a un effort et un effort qui doit venir de très haut pour faire en sorte qu'il y ait un contrôle qui descend jusqu'au bas, conscientiser les gens, parce que souvent on va dire, oh, la santé, elle est gratuite dans nos pays, mais non, elle n'est pas gratuite. La santé coûte très cher. Quand tu vas à l'hôpital, tu mets l'argent, sinon tu meurs. Généralement, c'est comme ça. Et donc, il y a toutes ces problématiques à adresser. Je vais m'arrêter là pour laisser la chance à d'autres personnes pour parler. Si je pense à autre chose, je vais venir intervenir. Merci. Merci beaucoup, Zainab. À vous, Monsieur Ibrahima Malik. Bienvenue. Alors, bonsoir. Merci de m'inviter à ce space-là pour une thématique très intéressante, très prégnante et très actuelle pour nos pays africains. Je ne suis pas un spécialiste de la santé, mais je n'en suis pas moins un juriste assez curieux d'un certain nombre de problématiques au rang desquelles se situe précisément le cadre juridique qui doit accueillir toutes ces politiques de santé. Vous avez pointé tout le long de ce space-là les faiblesses de nos systèmes de santé qui font que nos populations sont mal prises en charge, mais de ces faiblesses également, on peut noter et relever le cadre juridique. Une politique de santé ne peut pas légitimement se mettre en œuvre en dehors d'un cadre réfléchi qui, fixe les droits réciproques des praticiens et des patients, mais également les droits, ou à tout le moins les obligations auxquelles ces acteurs-là sont assujettis et les orientations qui leur sont données. Et c'est là l'une des faiblesses. C'est une faiblesse d'autant plus dirimante qu'il est en train d'advenir très massivement dans nos espaces africains des problématiques de santé qu'on n'évoque pas, qui sont à milieu de nos réflexions. Par exemple, tous les essais cliniques qui sont en train d'être faits en Afrique en dehors de tout cadre légal. On est en train de prendre une grande partie de la population africaine pour des cobayes. Les problématiques de données personnelles aujourd'hui autour des questions de santé ne sont pas adressées. La responsabilité
des médecins n'est pas totalement encadré, le consentement des malades, l'anamnèse, toute question, l'éthique, les conflits d'intérêts, de façon éparse, on retrouve quelque part dans certains textes, notamment dans le Code de la famille sénégalais, on retrouve les interdictions de donation entre un malade qui est à l'article de la mort et son médecin. On a un début de Code de la santé, mais énormément de questions ne sont pas prises en charge de façon un peu plus holistique sur cette question de santé. Il y a également l'absence de textes assez structurés qui fait qu'aujourd'hui, l'offre en médication est quelque chose qui est à la limite devenu dangereux en Afrique. Il est devenu dangereux en Afrique de prendre un médicament. Parce que les règles ne sont pas très bien précisées, les règles ne sont pas très bien définies. Autant sur le plan de la pharmacie traditionnelle, autant sur le plan de la pharmacopée. Tout y passe. Tout y passe. Ça, c'est un problème qui me tient, moi, beaucoup à cœur. Un autre problème qui est en train d'advenir en Afrique, c'est toutes ces questions génétiques, toutes les questions liées à la manipulation juridique. Il y a des répercussions juridiques particulières qui peuvent nous valoir un certain nombre de problèmes si on n'apprête pas suffisamment le cadre législatif qui doit encadrer ces questions. Je crois qu'aujourd'hui, la revendication, en tout cas, le plaidoyer qui est fait, que j'ai entendu depuis ce matin, depuis le début de ce space-là, est un plaidoyer intéressant sur les questions de fond, mais la formalisation de tout ça autour d'un cadre cohérent, un cadre que nous allons penser nous-mêmes, qui nous permettra d'intégrer nos pratiques sanitaires africaines en les mariant à la modernité, ce qui s'est exactement passé au niveau de la Chine. La Chine, ils ont tellement bien compris les enjeux sanitaires qui étaient liés un peu à la mondialisation, qu'ils ont mis en place un cadre réglementaire très strict, mais ils ont fait autre chose. Ils ont fait une ouverture extraordinaire au niveau de tout ce qui est propriété intellectuelle. Ils ont tout simplement créé un bureau dans presque toutes les régions de la Chine pour breveter toutes les recettes de la pharmacopée traditionnelle chinoise. Tout a été breveté. Du coup, non seulement ils ont créé un mécanisme d'identification de l'ensemble de ces acteurs qui intervenaient dans ce secteur, mais ils leur ont créé des mécanismes de génération de revenus, parce que ces brevets-là ont donné lieu après à un énorme marché avec tous les plus grands laboratoires, et ces gens-là ont pu avoir un certain nombre de revenus assez substantiels. Donc ce sont des questions qui aujourd'hui, quand on essaie de les poser, peuvent être un peu superfétatoires ou redondants, mais ce sont des questions essentielles. Un cadre qui n'est pas fixé pour déterminer l'envergure d'une activité est toujours un cadre qui est laissé à lui-même et qui peut déboucher sur tout et n'importe quoi. Et cela va poser la question du contrôle. Ça va poser une question du contrôle. Ces contrôles-là, également, ce sont des contrôles qui sont un peu lâches. L'autre chose, c'est que on a tellement peu de réglementation effective sur le plan sanitaire qu'aujourd'hui, autant nos médecins africains qui doivent aller monnayer leur talent à l'étranger sont parfois sous-estimés parce qu'il y a des histoires d'équivalence. Donc, c'est une réglementation qui fait qu'on n'accepte pas certains diplômes africains dans certaines zones européennes. Autant en Afrique, mais c'est du tout venant. Presque n'importe qui peut venir exercer la médecine en Afrique sans passer par des logiques d'habilitation ou des logiques d'équivalence. Ça, ce sont des problèmes qui, pour moi, sont très lancinants et sur lesquels il faut être regardant. C'est un peu mon incompétence sur les questions sanitaires qui font que j'axe principalement mon débat sur les questions qui me sont les plus familières, à savoir toutes ces questions liées au cadre juridique des politiques sanitaires en Afrique, qui sont les politiques sanitaires en Afrique sont des politiques publiques. Les politiques publiques ne sont pas que la coïncidence entre un besoin qui entre dans l'agenda politique et un financement qui lui répond pour qu'il se réalise, mais c'est également un cadre, parce que ce cadre-là, l'avantage d'un cadre juridique, c'est qu'il assure la prévisibilité des actes et permet la sérénité des actions. Donc c'est de façon, on peut ramasser les choses que je peux
je peux soumettre à l'appréciation des uns et des autres. Je crois que Maître est dans le space et que, bon, lui également, il est très familier à des questions de ce genre. Mais en tout cas, je tenais à remercier, à souligner la pertinence de toutes ces interventions-là. J'ai vu énormément d'interventions très pertinentes, notamment le professeur a fait des commentaires assez intéressants sur certaines problématiques de santé. La dernière chose sur laquelle je pourrais terminer, c'est qu'aujourd'hui, il faut que nos questions de santé, il s'est passé quelque chose en Afrique, c'est lorsqu'il y a eu Ebola, il me semble, parce que c'était Ebola, le Sénégal est intervenu pour aider un peu, je crois, la Guinée, mais il y a eu des problèmes à la frontière qui faisaient qu'après les contrôles étaient un peu problématiques et ça a failli créer des incidents diplomatiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes même assez impréparés dans le cadre de notre intégration juridique. Les systèmes d'intégration juridique qu'on a mis en place ne donnent pas la place qu'elle mérite à la santé. La santé devrait être un principe intégrateur pour permettre que, dans le cadre de ces organisations-là, on puisse avoir des politiques de santé communautaires qui se lisent à l'échelle des communautés juridiques qu'on a créées et des communautés économiques qu'on veut créer, parce que les peuples, quelque part, sont dans un continuum sur tout l'espace ouest africain. Je vous remercie, j'espère n'avoir pas été long. Je ne sais pas qui est la côte, j'espère n'avoir pas été long. Merci. Non, c'est très bien parce que ce que vous avez dit est touffu de bonnes informations. Donc, merci pour cela et merci de toujours honorer les débats CTMKO de votre présence. Je voudrais particulièrement remercier toutes les personnes qui ont été là cette nuit, qui ont pris la parole et qui ont exprimé des opinions dans un sens ou dans l'autre. Merci à vous tous, surtout bonne nuit et puis réveillez-vous demain en forme. Allez, bonne nuit. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, nous vous invitons à vous abonner à notre podcast et à nous suivre sur Twitter et nos réseaux en général, ainsi que sur d'autres plateformes pour rester informés des prochains débats en live et des épisodes à venir. N'hésitez pas à partager votre avis sur l'épisode. Nous sommes toujours reconnaissants lorsque vous vous exprimez.